Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler du régime juridique relatif à l'exploitation des ressources minérales dans l'océan Arctique, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. L'océan Arctique est connu pour abriter des gisements d'hydrocarbures. Cependant, l'ampleur de cette activité est à relativiser. Elle se limite à l'exploitation de gisements situés plutôt au large des côtes et un certain nombre de projets sont abandonnés en raison des difficultés techniques et des coûts liés à l'exploitation. En revanche, les risques ne sont pas, eux, à relativiser. Il est donc important que les États côtiers, au large desquels les ressources minérales sont exploitées, prévoient un encadrement législatif protecteur, mais également qu'ils se dotent des moyens nécessaires afin de lutter contre une potentielle marée noire. Ce n'est pas encore vraiment le cas. Le frein à cette activité vient actuellement seulement de la difficulté technique de l'exploitation. Si cet obstacle disparaît avec l'avancée de la technique, seule la volonté politique des États côtiers, auxquels la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer attribue un rôle majeur, pourra apporter des réglementations en l'absence de traité international posant un moratoire sur l'exploitation des ressources minérales dans la région. Il n'existe pas de régime spécial applicable à la pollution liée à l'exploitation des ressources minérales en Arctique, malgré les contraintes spécifiques de cet environnement. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ne contient qu'un seul article spécialement applicable aux espaces polaires, l'article 234. Celui-ci enjoint les États côtiers à adopter et faire appliquer des lois et règlements non discriminatoires afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires dans les zones recouvertes par les glaces et comprises dans les limites de la zone économique exclusive. Cet article justifie cette compétence exorbitante par les particularités environnementales du milieu, où les conditions climatiques particulièrement rigoureuses et le fait que ces zones sont recouvertes par les glaces pendant la majeure partie de l'année font obstacle à la navigation ou la rendent exceptionnellement dangereuse et que la pollution du milieu marin risque de porter gravement atteinte à l'équilibre écologique ou de le perturber de façon irréversible, ce qui est particulièrement le cas en Arctique. L'article 211 paragraphe 3 de la Convention prévoit que les États côtiers peuvent, dans l'exercice de leur souveraineté sur leur mer territoriale, adopter des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires étrangers, y compris les navires exerçant le droit de passage inoffensif, mais sans entraver ce dernier. L'article 21 précise quant à lui que l'État côtier a le droit d'imposer aux navires étrangers utilisant leur droit de passage inoffensif dans sa mer territoriale des règles concernant la prévention, la réduction et le contrôle de la pollution. Si cette compétence concernant la pollution existe, elle reste cependant limitée car les États côtiers ne peuvent imposer des normes de construction aux navires utilisant leur droit de passage inoffensif. Enfin, les États côtiers ne peuvent pas prendre dans leur zone économique exclusive des mesures législatives qui ne soient pas conformes aux règles et normes internationales généralement acceptées, établies par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente ou d'une conférence diplomatique générale, conformément à l'article 211, paragraphe 5 de la Convention. La coopération internationale est donc nécessaire afin de prévenir et sinon de lutter contre les pollutions par hydrocarbures en permettant d'uniformiser les règles et d'unir les moyens des États riverains. Celle-ci s'est d'abord penchée sur le sauvetage des vies humaines avant celui de la lutte contre les déversements d'hydrocarbures, mais en 2013 a finalement été signé l'accord de coopération sur la préparation et la lutte en matière de pollution par les hydrocarbures dans l'Arctique, qu'elle ait été rejetée dans le cadre d'une activité de navigation ou d'exploitation des ressources de l'océan Arctique. Cet accord prévoit la coopération de ses signataires qui s'engagent à fournir une aide mutuelle si un déversement de pétrole dépasse la capacité d'intervention d'un État, ainsi qu'à entreprendre des activités de surveillance pour repérer les déversements éventuels de pétrole sur leur juridiction. Elle vise à promouvoir la coopération et la coordination des États parties afin de mener conjointement des exercices ainsi que la formation de leur personnel, de favoriser l'échange de renseignements pouvant améliorer l'efficacité des opérations d'intervention, et enfin d'être capable de mener des opérations d'intervention conjointes et coordonnées. Le Conseil de l'Arctique, instance multilatérale fondée en 1996 par la déclaration d'Ottawa, dont les parties sont les 8 États arctiques, mais aussi des associations de peuples autochtones, a en son sein plusieurs groupes de travail
parmi lesquels le groupe de prévention des urgences, préparations et réactions, Emergency Prevention, Preparedness and Response, EPPR. Celui-ci est chargé d'envisager les risques et de préparer les réponses en cas de dommages environnementaux résultant des activités humaines. Il organise notamment des exercices conjoints. Il bénéficie en outre de l'expertise de 3 groupes d'experts en matière scientifiques et techniques. Le PPR se réunit 2 fois par an et permet aux États de discuter en vue d'améliorer la coordination entre les États arctiques en vue de la survenance d'un incident. Il s'agit ainsi d'un organe éminemment politique. Un autre groupe de travail du Conseil de l'Arctique, celui pour la protection de l'environnement, a notamment publié en 2009 les lignes directrices pour les activités d'exploitation d'hydrocarbures offshore. Ce document envisage les risques liés à cette activité et propose des mesures préventives. Enfin, il fixe des objectifs de lutte contre la pollution par l'exploitation d'hydrocarbures. Ainsi, on peut remarquer que certes le cadre juridique, notamment de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, donne responsabilité aux États de se doter d'un arsenal juridique adéquat, mais demande aussi aux États de coopérer entre eux. La coopération, dans le cadre de la lutte contre la pollution par hydrocarbures en Arctique, est cruciale et demande d'autant plus de vigilance qu'en raison du manque d'infrastructures dans ce désert polaire et des conditions extrêmes, le moindre incident peut rapidement se transformer en véritable catastrophe écologique. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.